Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de Radio JM. Heureux de vous retrouver ce jeudi 18 septembre. Je vous rappelle donc le titre de notre émission, bien que le générique vous l'a dit. Pour le climat, agir ici et maintenant. L'objectif est de vous présenter des actions locales qui agissent pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nous adapter au changement climatique qui s'est déjà bien inscrit dans nos territoires. Donc aujourd'hui 18 septembre 2025, nous ouvrons l'émission avec un constat. En l'espace de quelques jours, la planète a été frappée par une nouvelle salve d'événements climatiques violents. À Bali, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont emporté des vies et coupé des routes. En Inde, un cloudburst, je viens d'apprendre ce mot-là, a submergé des vallées et forcé la fermeture des écoles. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cloudburst? Eh bien c'est quand un nuage orageux relâche d'un coup une quantité énorme de pluie, parfois plus de 100 mm en une heure, sur une toute petite zone. Imaginez une baignoire géante qui se vide d'un coup sur une ville. Les rues se transforment en torrents, les ponts et maisons sont emportés. C'est ce qui s'est produit à Dehradun en Inde ces derniers jours. Pendant ce temps, un rapport national australien alerte que des centaines de milliers de foyers pourraient devenir très vulnérables, voire difficilement assurables, si on n'accélère pas l'adaptation. Et une étude scientifique récente renforce le lien entre les émissions des grandes compagnies fossiles et l'intensification des vagues de chaleur. Bali, Dehradun, Queensland, 3 continents, le même message, il faut agir. C'est pour ça que je vous présente des personnes, des associations qui agissent justement pour nous prémunir de ces catastrophes. Ce matin, nous allons décrypter les actions concrètes, locales et immédiates que nous pouvons mener pour réduire les risques et protéger nos communautés. Avec nous, Stéphane Copé, porteur de projets locaux. Stéphane, nous nous connaissons depuis de nombreuses années, puisque tous les deux, nous militons au sein du collectif Elanville. Tu as été, comme moi d'ailleurs, un administrateur de cette association. Mais ce n'est pas pour parler de celle-là que je t'ai invité, mais plus parce qu'au sein de France Nature Environnement, tu as, je crois, plusieurs casquettes. Tu es d'ailleurs, je crois, administrateur de FNE, France Nature Environnement. Eh bien, écoute, par quoi tu veux commencer? Déjà, tu vas te présenter, tu vas expliquer ton engagement et tu pars sur le thème que tu as choisi. Bonjour Sam et merci de ton invitation. C'est toujours un plaisir de parler avec toi, et de parler aux auditeurs et surtout de parler des sujets qui tous nous préoccupent et qui préoccupent tous les habitants, qui devraient préoccuper tous les habitants de notre planète. Alors oui, tu me connais sous l'angle du militant vélo, du militant de la mobilité. C'est vrai que mon parcours à la fois associatif, professionnel, voire politique a été marqué effectivement par ce côté mobilité, ce côté transport. Mais je suis également un militant de l'environnement et je me suis engagé, ou réengagé en tout cas très fortement, dans France Nature Environnement, donc depuis maintenant près de 10 ans. France Nature Environnement Bouches-du-Rhône, c'est une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement, une 50aine sur le département, elles-mêmes fédérées au niveau régional et national, des associations qui, chacune à leur niveau, militent pour la protection de la nature et de l'environnement et vivre dans un monde meilleur demain. Alors certaines sur un aspect très local, de leur commune, de leur voisinage, d'autres sur des aspects plus thématiques, comme la biodiversité par exemple. Alors je m'occupe plus particulièrement en tant qu'administrateur, et j'ai même été président de cette fédération pendant 2 ans. Je m'occupe aujourd'hui surtout des aspects évidemment de mobilité, mais surtout des aspects juridiques également, puisque aujourd'hui pour améliorer l'environnement, il faut surtout déjà faire respecter les lois. On a la chance en France, et je dirais même en Europe, d'avoir un corpus législatif qui est censé nous protéger, qui est censé, je veux dire, guider nos politiques publiques. Encore faut-il que ce corpus soit respecté. Et donc on est là un petit peu comme entre autres, comme les gardiens du temple de cette législation. J'allais dire les vigies. Les vigies, tout à fait.
Voilà, alors on fait aussi, certaines de nos associations font ce qu'on appelle de la sensibilisation à l'environnement, de l'éducation à l'environnement, mais je dirais que c'est pas le cœur de l'activité de nos associations. On a davantage au sein de la fédération des associations qui sont plutôt militantes, donc sur un certain nombre de projets, de dossiers. On pourra en citer quelques-uns qui aujourd'hui font l'actualité du moment, la presse, je dirais, de la semaine en particulier. Je me suis beaucoup investi depuis maintenant 2 ans dans la question de la décarbonation et de la réindustrialisation du bassin industriel de Fos-Berre. Donc avec toute une série de projets industriels qui ont vu le jour dans un contexte où le grand port maritime de Marseille s'apprêtait à accueillir sur les bassins ouest, donc sur Fos-sur-Mer, un certain nombre de ces activités. Et au final, parce que tout a fini par se cristalliser autour de la question de l'apport en énergie, en électricité, au final, l'organisation d'un grand débat public, donc qui a été voulu par notamment le préfet de région, Christophe Mirmand, donc à l'époque, le préfet du Gard, le préfet des Alpes de Haute-Provence également, et donc un débat qui s'est organisé sur 3 mois et demi, qui s'est terminé donc juste avant l'été. La commission nationale particulière du débat public qui avait été constituée pour l'occasion a rendu ses conclusions qui ont été publiées samedi et qui seront présentées, qui devaient l'être ce jeudi, et qui s'est reporté donc à lundi suivant à cause des petites perturbations prévues ce jeudi. Et donc on en tire un certain nombre de conclusions, d'orientations avec des préconisations très fortes et que pour ma part je partage pour l'essentiel. On est vraiment dans l'actualité là, tu dis, donc c'est vraiment le rapport publié très bientôt. Tu disais cristalliser sur l'énergie, c'est-à-dire? Alors c'est-à-dire qu'en fait quand on parle de décarbonation, il faut bien trouver une autre façon de faire tourner l'industrie en particulier. On va citer des exemples, hein. Mais ces autres façons passent bien souvent par l'utilisation massive de l'électricité. Alors électricité, si possible d'origine verte, j'allais dire, hein, renouvelable, hein, donc éolien, solaire, hydraulique, etc. Voire aussi en France pour l'instant encore nucléaire, mais dans un mix énergétique en tout cas qui est le mix énergétique français. Mais la France en fait ne manque pas d'électricité aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut de temps en temps nous dire en nous disant il faut des centrales nucléaires, etc. On s'y est mis très tardivement au niveau des énergies renouvelables, mais aujourd'hui, ça y est, on peut dire c'est parti. Il y a des gros projets, notamment d'éolien en mer dans la Méditerranée. Par contre, cette énergie n'est pas forcément distribuée sur le territoire autant qu'il le faudrait par rapport à ces fameux nouveaux gros projets industriels. Alors on entend beaucoup parler depuis des mois maintenant sur Marseille en particulier des data centers, ces grandes bases de données, ces grandes usines informatiques, j'allais dire, pour stocker de l'information et stocker de la capacité de calcul. Ces usines nécessitent énormément d'électricité, mais les projets industriels dont on parle sur Fos-sur-Mer aussi, j'en citerai 2 principalement. L'un qui est l'autre façon de produire de l'acier, c'est-à-dire qu'on passe de ce qu'on appelle les hauts fourneaux aujourd'hui, hein, qui travaillent avec du coke, à des fours électriques. Donc ça c'est fortement consommateur, mais surtout également la production d'hydrogène qui va remplacer quelque part alors l'hydrogène existant qu'on produit aujourd'hui à base de gaz naturel ou de pétrole, mais qui éventuellement servira également à d'autres applications. Le problème, c'est que cet hydrogène est fortement consommateur d'eau et fortement consommateur d'électricité. Et quand on se trouve à Fos-sur-Mer, on n'a pas aujourd'hui toute l'énergie nécessaire pour développer ces projets. Donc, dans l'ensemble des projets qui ont été présentés, a émergé donc un autre projet transversal qui est la construction d'une ligne à très haute tension entre Jonquière-Saint-Vincent, qui est tout près de Nîmes, et Fos-sur-Mer. Et donc, vu la pression que mettent les industriels sur l'État pour dire on veut absolument très vite pouvoir avoir de l'électricité, être rassuré là-dessus, donc RTE, Réseau de transport d'électricité, donc a sorti un projet de ligne aérienne à très haute tension, c'est-à-dire une ligne à 400 000 volts. Pour tout dire, vous connaissez sans doute les beaux paysages de Camargue, de Crau. Ça veut dire 160 pylônes de 70 mètres de haut qui viendraient donc traverser cette belle région de la Crau et de la Camargue pour alimenter donc en énergie alternative, donc en courant alternatif, ce site de Fos-sur-Mer.
Et donc notre association, notre fédération, a constitué avec d'autres associations du Gard et de la région notamment de Camargue et de Crau, un collectif qui a porté depuis maintenant, on va dire plus de 6 mois, depuis que le projet a émergé, une solution alternative. La question n'est pas de dire on nie la nécessité d'un besoin d'électricité sur ce territoire. On dit simplement ce besoin il est peut-être pas tout à fait aussi urgent tout de suite en quantité que ce qu'on vient bien nous dire. Et puis surtout il y a des solutions alternatives pour amener cette énergie donc à Fos-sur-Mer, entre autres les solutions évidemment enterrées le long des digues du Rhône, hein, pour tout dire, voire sous-marine, puisqu'il existait chez RTE à une époque un projet qui avait été malheureusement abandonné quelques années, de liaison entre Port-la-Nouvelle, donc en Occitanie, et Fos-sur-Mer, et qui pourrait aussi compléter, avec le renforcement des lignes existantes, ce besoin en électricité, le tout étalé un petit peu dans le temps, puisqu'on sait pertinemment que à l'échelle internationale, la production massive d'hydrogène ne sera pas possible avant les années 2035-2040. Donc prenons le temps. Alors le four électrique, ça ira peut-être un peu plus vite. Donc là, on a sans doute assez d'électricité aujourd'hui avec les renforcements des réseaux qui sont en cours de mise en œuvre, pour alimenter les premiers projets. Puis on mettra en place progressivement ce qu'il faudra pour le reste. Donc on croit avoir été entendu. La commission, le rapport qui est paru samedi est quand même tout à fait instructif sur le nombre de personnes qui ont participé à ce débat. Ce sont des milliers de contributions, 138 cahiers d'acteurs qui ont été rédigés donc sur le sujet, beaucoup d'interventions d'élus, de spécialistes, d'experts auxquels il a été fait appel à l'échelle nationale, internationale, et on peut dire qu'ils tous à peu près convergent vers le fait de dire oui, il faut décarboner, oui, il faut réindustrialiser, oui, il y a besoin d'énergie, d'électricité, mais d'abord tout ne se fera pas. Les 51 projets dont on parle sans doute ne se feront pas, il y en aura peut-être 10, 20, 30 peut-être, et se feront dans le temps, en fonction de la maturité technique et économique de ces projets. Il faut mettre en place effectivement les moyens nécessaires, mais sans s'affoler. Et sans mettre le feu au territoire, hein, puisque ce que dit aussi le collectif, c'est si malgré ce débat public, des décisions devaient être prises qui iraient à l'encontre de cette expression très collective et très partagée, le collectif s'est mis en ordre de marche pour, dès l'annonce éventuelle de la construction de la ligne à haute tension aérienne, des recours en justice soient organisés. D'accord. J'ai parlé moi d'un projet qui m'intéressait parce que j'étais dans le photovoltaïque à la fin de ma carrière. Il y a, je crois, la société Carbone qui doit faire une grosse production de panneaux photovoltaïques. Ça aussi, ça peut apporter effectivement de l'énergie. C'est exact, c'est un des tout premiers projets qui nous a été présenté, projet Carbone. C'est le projet qui, si on écoute bien ce qu'il nous a dit, serait le plus grand pourvoyeur d'emplois pratiquement, puisqu'on nous parle de 3000 emplois directs. Et bon, on sait que les emplois indirects, il y en a à peu près disons l'équivalent, quoi. Donc on a de suite, en tant qu'association, plutôt émis un avis plutôt favorable à l'émergence de ce projet, en émettant toutefois 2 remarques, un petit doute sur le montage économique. Quand on sait qu'à l'époque où ce projet a émergé, le prix des panneaux solaires chinois a été divisé par 10. Ce qui veut dire que il faut imaginer quand même comment on sera capable de payer 3000, 6000 salariés pour produire certes énormément de panneaux solaires, mais arriver à les produire à un coût qui soit relativement compétitif quand même par rapport aux panneaux chinois. J'ai pas dit moins cher. Et la deuxième remarque importante quand même, c'est la question de la localisation. Parce que quand on veut mettre beaucoup d'emplois dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer, c'est une zone qui est très éloignée de tous les centres urbains, de tous les lieux d'habitat, de tous les services, et on aura beau faire d'énormes efforts pour la mobilité des salariés, je dirais qu'il y a des grandes chances que l'essentiel de cette mobilité se fasse en voiture individuelle,
avec tous les inconvénients que ça comporte, à la fois ceux qu'on connaît, hein, l'utilisation des voitures, les encombrements, voire même si on parle de voitures électriques, les batteries, etc. Mais également des qualités de vie par rapport au personnel qui aura des heures de trajet à faire pour aller au boulot. Et ce sont des emplois qui sont très difficilement, j'allais dire, faisables à domicile, j'allais dire. Donc, voilà. Donc on avait fait des propositions à l'époque, des contre-propositions de localisation de cette entreprise, notamment sur la friche industrielle de Lyon-en-Basel à Berlétan. Alors on nous disait ben non mais c'est pas disponible, le propriétaire ne veut pas nous la transférer. Bon, on vient de savoir que cette usine va sans doute fermer, en tout cas être vendue et être fermée, et alors qu'on avait voilà ce site tout près des aménités, hein, des transports. Bon, voilà, l'implantation à Fos-sur-Mer n'est sans doute pas la meilleure qui soit. Donc il y a des choses qui peuvent se discuter encore et faire avancer. On espère sur ce sujet-là, hein, du choix, du tri un petit peu dans tous ces projets qui participent peu ou prou à la décarbonation et à l'industrialisation, et notamment à ce qu'on appelle non pas l'autonomie toujours, mais la souveraineté, voilà, industrielle. Hein. On nous parle par exemple d'importation d'ammoniac depuis l'Amérique du Sud. Bon, quand j'entends ça, j'ouvre des grands yeux en me disant où est l'industrie française là-dedans, où est la souveraineté voilà, industrielle. Tu veux dire que ces projets industriels sur Fos vont importer encore de l'ammoniac d'ailleurs? Oui, c'est-à-dire que malgré tout, je dirais qu'aujourd'hui, j'allais dire, c'est porte ouverte à tout, j'allais dire. C'est-à-dire que l'État a incité, j'allais dire, toutes les entreprises, toutes les initiatives, j'allais dire, industrielles et économiques, à se positionner. Donc on a des bons projets, j'allais dire, enfin en tout cas c'est notre qualification, hein, de bons, et des projets qu'on juge un petit peu curieux par rapport aux objectifs de souveraineté industrielle, de décarbonation ou de réindustrialisation. Donc il y a sans doute, voilà, c'est ce qu'on a appelé de nos voeux, et qui est très bien repris d'ailleurs, hein, dans le rapport du débat public, sans doute un tri à faire pour réellement aller dans le sens qu'on souhaite de cette fameuse décarbonation. D'accord. J'imaginais, quand j'imagine ces grands poteaux là qui vont supporter ces câbles à très haute tension, il y a aussi un problème de biodiversité, je pense, non? Ils vont s'implanter, ils n'interfèrent pas sur... Alors c'est exactement ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'effectivement, d'abord c'est un impact sur les milieux au sol, hein, les milieux agricoles, les milieux naturels, etc. Alors là, RTE est allé voir évidemment tous les propriétaires, hein, y compris les agriculteurs, avec un bon petit chèque à l'appui, en disant mais c'est pas grave, on va vous donner un petit million d'euros, là, puis vous allez voir, ça va bien se passer. On trouve ça scandaleux comme démarche, inutile de le dire. Et ensuite, ce sont effectivement toutes ces questions éventuellement d'interférences, etc. Et voilà, dégradation de l'environnement, sans parler évidemment de l'aspect paysager, mais ça on l'a tous bien compris, la balafre. Mais également, ce qu'on met en avant depuis quelques semaines, c'est la question du risque de heurts des animaux migrateurs. C'est-à-dire que la Camargue, on le sait, c'est le couloir privilégié de migration des oiseaux, c'est un couloir, c'est un lieu de reproduction d'énormément d'espèces, et on a fait la preuve récemment, avec des photos à l'appui et recueil de cadavres d'animaux à l'appui, qu'on a effectivement des aigles de Bonelli, par exemple, espèces protégées, qu'on a des flamants roses qui effectivement viennent se heurter en fait ces lignes à très haute tension et d'autres espèces protégées, et donc on a commencé à déposer des plaintes donc auprès des procureurs concernés. Parce qu'il y a déjà des câbles qui passent des câbles qui passent ailleurs. Hein, qui servent d'exemple. Qui servent d'exemple, donc ailleurs, pas très loin. Hein, c'est ici, c'est le massif de la Sainte-Victoire, c'est le massif de la Sainte-Baume. C'est vraiment dans un environnement ici relativement proche où on a ces exemples, et donc qui nous montrent que si on implante quelque chose en Camargue, et qui est sans doute l'endroit le plus risqué, j'allais dire, le plus passant, je dirais, voilà. Donc je dirais toutes les systèmes. Alors on nous parle évidemment, mais non, on nous dit les lignes sont équipées de systèmes d'effarouchement, etc. Bon, on n'y croit pas. Hein, je dirais, pour nous c'est totalement insuffisant. On rappelle quand même les grands accords qui été passés il y a un grand nombre d'années, au moment de l'industrialisation du bassin de Fos, et puis du développement de l'industrie touristique sur le Languedoc-Roussillon, donc avec Palavas, etc. C'est-à-dire qu'il y avait trois grandes zones, quoi. Il y avait la zone industrielle à Fos, il y avait de l'autre côté la partie touristique du côté de Palavas, et puis entre les deux, il y avait effectivement toute cette zone naturelle, hein,
sanctuaire, j'allais dire. Et ça, c'est voilà. Et là, on est en train de donner, on veut vouloir donner un grand coup de canif dans cet accord qui avait été donc signé donc à l'époque quelque part, enfin en tout cas conclu avec l'ensemble des grands aménageurs qu'on avait à l'époque de voilà, ce qu'on appelait l'aménagement du territoire, la DATAR, etc. Et alors on a très bien senti déjà cette réaction très vive quand il y a eu un projet à émerger du côté de Fos-sur-Mer. Certains voulaient couvrir les deux étangs, l'étang de la Val-Duc et l'étang de Langrenier, avec des panneaux solaires. Bon, sur le coup, on s'est dit pourquoi pas. À la limite, ce sont des étangs de Saumur, hein, qui servent en fait de réservoir par rapport à l'utilisation de réservoirs de pétrole à Manosque. Donc bon, je ne veux pas vous rentrer dans le détail, mais enfin sachez qu'il y a tout un système de stockage stratégique d'essence et de pétrole et qui va peut être utilisé pour l'hydrogène également. Donc entre Manosque, avec un système de vases communicants entre donc ces étangs et donc ces cavités dans la croûte de sel qu'on trouve entre moins 1000 et moins 2000 mètres d'altitude. Donc pour que je comprenne bien qu'il y a des cavités qui sont remplies de pétrole ou de gaz sous Manosque. Et c'est les lacs de Saumur qui les maintiennent, c'est ça? Et c'est-à-dire qu'en fait, quand on veut extraire ce pétrole, donc on va renvoyer de la Saumur dans ces cavités, et inversement, on va faire sortir le pétrole, on va renvoyer, il y a un gazoduc donc, qui ramène le pétrole sur Fos, et dans l'autre sens pareil, donc on va renvoyer le pétrole, du pétrole et ramener la Saumur et refaire monter le niveau des étangs de la Val-Duc et de Langrenier avec la Saumur. Donc il y avait cette idée de mettre des panneaux solaires. Donc au départ, on s'est dit, bah après tout, peut-être c'est pas une idée si bête que ça, sauf qu'on nous avait pas tout dit, on nous avait pas dit qu'il y avait aussi une usine hydrogène qui voulait s'implanter au milieu, qu'il y avait aussi des lignes à haute tension qui allaient venir alimenter cette usine hydrogène. Donc après, tout le monde a fini par se monter contre ce projet, mais surtout, on a vu la réaction des habitants de Fos-sur-Mer qui ont dit, comment ça, vous voulez, en gros, réindustrialiser quelque part, ce sanctuaire pour eux, c'était de dire Fos-sur-Mer, on a déjà donné avec la zone industrielle d'un côté, venez pas en plus nous prendre nos lieux de balade et nos lieux de nature qu'on a du côté des étangs. Oui, même si donc voilà, et donc à plus grande échelle, c'est ce qu'on vient de voir, c'est que voilà, sur la Camargue et sur l'Accro, il y a évidemment une crispation très forte, alors qu'il traverse tous les courants politiques, tous les élus, tous les milieux agricoles, etc., donc qui sont vent debout contre, non pas encore une fois contre la ligne à haute tension, mais contre la ligne aérienne à haute tension qui viendrait balafrer la Camargue. Une question, là, j'avoue que dans cette technique-là, je suis pas très, très fort, mais une ligne de 400 000 volts, on est capable de l'enterrer? Alors oui, mais oui, mais c'est-à-dire qu'on était obligé de passer en courant continu et plutôt qu'en courant alternatif, oui. Et que si on fait plus de 2 gigas de puissance, on est obligé de faire deux tranchées, donc l'idée de couper le projet en morceaux et de ne faire que de gigawatts et de faire d'autres 2 gigawatts en Méditerranée pour compléter ces besoins qu'on a ou qu'on aurait, hein, je préfère parler au conditionnel, en termes de besoins d'électricité. D'accord. Stéphane, on nous fait signe qu'il nous reste à peine 4 ou 5 minutes. Donc pour synthétiser, donc il y a une volonté d'installer des usines dans dans ce sanctuaire, hein, dans ce sanctuaire naturel, des usines qui disent on va décarboner, on va faire de l'industrie qui va nous permettre de décarboner notre industrie, qui va donc des créations de panneaux solaires, création d'hydrogène verte, etc. Mais tout ça va amener à besoin d'électricité, et cette électricité va venir avec des moyens qui vont détruire effectivement ce sanctuaire et ce paysage, et voilà. Donc c'est ça, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire se bat avec tous les habitants, toutes les trucs pour faire que effectivement on crée de l'industrie, mais sans détruire. Exactement. C'est le juste équilibre à trouver entre effectivement créer et recréer de l'activité, parce qu'on sent que si on fait rien, effectivement, on a sans doute un territoire qui va dépérir. Hein, ça c'est très clair. Les industries vont devenir obsolètes et puis effectivement, c'est derrière, c'est le chômage et autres, c'est pas souhaitable. Donc on est tous demandeurs effectivement d'une réanimation, réactivation un petit peu de l'activité.
On dit simplement, c'est sans doute pas 51 projets qu'il faut monter, c'est peut-être un quart, peut-être un tiers. C'est choisir les bons, c'est du vrai progrès, et sans détruire l'environnement par ailleurs, sans gaspiller les ressources naturelles, et peut-être en prononçant un mot que personne ne prononce, c'est le mot de sobriété, hein, c'est-à-dire de dire, et ça pourtant ce mot-là, il est pourtant normalement dans toutes les bouches quand on raisonne sur la question de l'électricité ou de l'eau, hein, c'est dire oui, mais soyons plus économes sur un certain nombre de besoins. Je cite un exemple, l'hydrogène aujourd'hui, à quoi est-il utilisé? On utilise de l'hydrogène aujourd'hui. On utilise l'hydrogène pour raffiner le pétrole, pour fabriquer des engrais et pour fabriquer des explosifs. Est-ce qu'on a besoin de a priori, on est censé raffiner moins de pétrole, on est censé cultiver avec moins de pesticides, moins d'engrais, etc. Et en tout cas, moi, je fais partie des gens qui pensent que si on pouvait se passer de guerre et d'explosifs, ce serait pas mal non plus. On est bien d'accord là-dessus. Voilà, donc on se pose aussi des questions sur le modèle de société qu'on veut développer. Ouais, il faut qu'on termine. J'ai l'habitude de demander à mon invité une phrase une phrase engageante pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Il y a une phrase qui serait facile, mais qui serait facilement détournable aussi. Ce serait engagez-vous, engagez-vous. Non, oui, dans les associations effectivement de protection de la nature et de l'environnement, il y a un vrai besoin aujourd'hui de personnes, je veux dire, qui ont envie de mettre au service, enfin, leurs compétences au service des associations pour militer et pour voilà, faire respecter l'environnement. Voilà. C'est un travail de longue haleine et dont on a effectivement tous besoin. Merci Stéphane, je te remercie pour toutes ces explications et tout ce projet dont je connaissais que les grandes lignes. Merci, au revoir. À jeudi prochain.